Donc Hubert Van Dentorin, je suis venu présenter 3 livres. Le premier qui s'appelle L'affaire de ville, concernant l'affaire qui me pourrit la vie depuis 10 ans, concernant des magistrats qui font partie d'un réseau mafieux de francs-maçons à Béziers et qui ont fait pression pour me voler mon brevet au départ. Et ensuite, je raconte sur 3 livres ces réseaux de corruption mafieux de francs-maçons qui ont détruit toute mon entreprise et ma vie professionnelle et qui m'ont ruiné pour 20 ans d'économie et de travail, et ma famille est anéantie. Et donc je raconte toute cette affaire de corruption dans les 3 livres, qui n'ont jamais d'ailleurs été poursuivis, concernant des affaires de corruption. J'ai vendu à peu près 10 000 livres qui parlent de la franc-maçonnerie et de mon affaire. Je remercie Salim de me recevoir aujourd'hui pour parler de mon dernier livre, raconter mes mésaventures depuis 10 ans avec un réseau de corruption biterrois qui s'en prend à moi. Je vais expliquer ce que c'est ce réseau de corruption et je vais également parler d'autres victimes, de beaucoup d'autres victimes de ces réseaux qui sont des réseaux influents francs-maçons, affairistes, corrompus et qui utilisent des méthodes mafieuses comme pour moi. Alors je vais commencer par mon affaire. Je suis confronté depuis plus de 10 ans aux dérives d'un système judiciaire et à la corruption généralisée dans le Biterrois que je dénonce en détail dans mes 3 livres. À la base, c'est une histoire de brevet. Je dépose un brevet que j'obtiens et immédiatement, un industriel me copie, avec qui j'avais confiance pourtant, me copie et revend cette invention à quelqu'un de Béziers, un copieur. Je dépose plainte contre ces différentes personnes et immédiatement je vois arriver une magistrate qui intervient à titre privé pour protéger cet industriel et qui essaye de faire arrêter une procédure de saisie contrefaçon. Cette magistrate s'appelle Brigitte Deville, là c'est elle, vice-présidente du tribunal du TGI de Béziers, qui fait tout simplement un abus de pouvoir en intervenant à titre personnel pour aider un de ses amis. J'apprendrai que c'est un franc-maçon. Donc comme je poursuis la personne qui copie, je poursuis l'industriel, donc immédiatement je subis 2 contrôles fiscaux. J'apprendrai plus tard que c'est un nommé Thierry Foulon, l'ami de cette magistrate qui s'appelle Brigitte Deville, qui fera déclencher ces 2 contrôles fiscaux. Donc ça, ces 5 fonctionnaires interviennent et reçoivent une somme de 25 000 €. C'est prouvé puisque les enquêtes de gendarmerie confirmeront bien la sortie de 26 000 € en espèces de 2 comptes. L'industriel, le commercial de l'industriel, qui est comme par hasard le gendre d'un des agents du fisc, pourtant lui est à Toulouse et eux sont à Béziers, et les 4 autres agents du fisc qui interviennent directement. Voilà, donc on découvre les sorties de 26 000 €. Bon, à partir du moment où je fais les saisies contrefaçon, en juin 2007, cette magistrate intervient et heureusement je tombe sur un huissier honnête qui me prévient de cette intervention et à partir de là je décide de chasser, trouvant injuste et anormale cette intervention qui s'appelle un abus de pouvoir, je décide de chasser cette magistrate et de la poursuivre. Et à partir de là, donc, je dépose 2 fois des plaintes à ce monsieur, ex-procureur général de Béziers, franc-maçon aussi, je l'apprendrai plus tard, qui protège à tout prix cette magistrate qui est la vice-présidente de ce même tribunal. Et donc mes plaintes sont chaque fois classées sans suite. Ensuite, j'écris une lettre pour demander des excuses à cette magistrate à titre personnel chez elle. Et de là, je me retrouve en garde à vue pour un faux motif. On monte un dossier contre moi en faisant croire que je veux lui demander, je crois, 50 000 €. Elle fait croire que je veux extorquer des fonds à cette magistrate alors que je demande des excuses. Je suis quelqu'un de principe, moi, donc je demande des excuses. Et donc il crée ce faux motif et je me retrouve en garde à vue.
en 2011. Hein, donc j'ai mis 2 ans à essayer de déposer plainte, c'est chaque fois classé, on essaye d'étouffer l'affaire. Et là, l'huissier, pour la première fois, qui me confirme officiellement que cette magistrate est intervenue, fait un peu peur au tribunal de Béziers. Donc tout le monde est affolé et le mari, Patrick Deville, avocat général, qui est à sa droite, fait appel au procureur général de la cour d'appel de Montpellier, tous francs-maçons, tous ces gens, et se disent on va faire taire ce monsieur. De là, en 2011, donc garde à vue, pression, menace. Également en 2011, il se passe une chose, c'est que 12 magistrats du tribunal de Béziers, de Montpellier, de magistrats qui ont travaillé tous sur Béziers, me révèlent, me contactent, ils viennent me voir, je vais chez eux, et ils me révèlent 18 affaires de corruption impliquant ce couple de magistrats qui s'appelle le couple de Ville, elle et lui. Comme quoi, depuis 30 ans, ils s'enrichissent grâce à un réseau de corruption locale, toujours franc-maçon, ça c'est les magistrats qui me le disent, et ils me révèlent 18 affaires de corruption immobilière, enfin, voilà, c'est un réseau où ils font partie, ils sont le maillon important, puisque c'est la justice, de toutes les corruptions locales. Voilà, donc à partir de là, tout le monde est inquiet, mais rien ne se passe toujours pour moi. Et donc je décide de contacter le Conseil supérieur de la magistrature et de révéler et d'envoyer le dossier au Conseil supérieur de la magistrature qui révèle toutes les affaires de corruption que m'ont indiqué les magistrats, avec le nom des magistrats. Et ça crée une petite bombe locale qui inquiète tout le système judiciaire biterrois et également montpelliérain. À partir de là, les ennuis commencent vraiment. Alors, les affaires de corruption, je vais vous donner les noms, tellement qu'il y en a, je suis obligé de les lire. Hein. Le couple de Ville est mis en accusation par 12 magistrats pour les faits suivants. Je pense qu'un citoyen normal, pour le 10e, il sera en prison. Hein. Abus de pouvoir, tentative d'influence, délit d'initié, escroquerie à l'assurance. Ça, c'est par rapport à une toiture de leur château. Écoute illégale, ces gens-là se permettaient, Patrice Deville, de faire écouter ses collègues. Fraude fiscale, non-paiement de plus-value, donation déguisée. Je retrouve dans des documents un des fils du couple de Ville qui se retrouve avec 200 000 € sur un compte en banque qu'il prête à ses parents. Hein, voilà, donc c'est le système. Voilà, fraude fiscale, donc non-déclaration de personnel, parce qu'ils font travailler ces gens-là des entreprises dans leur château et qu'ils ne payent pas. Ils ont même fait couler une association de réinsertion en ne payant pas les gens. Ensuite, il y a des conflits d'intérêts, des corruptions multiples, actives et passives, construction illicite. Ils construisent des bâtiments en Camargue. Ils font des détournements de biens publics, des non-paiements de factures fournisseurs artisans, lien avec une association de malfaiteurs agissant en bande organisée, enrichissement illicite, enfin il y en a plein. Donc à partir de là, les menaces commencent. Alors à partir de 2012, tout ce que je déclare inquiète vraiment, et je me retrouve cambriolé dans ma maison. On essaye de trouver des documents. Et en avril 2013, je révèle le nom des magistrats qui me parlent. De là, je suis... le 10 avril, je révèle le nom. Le 22 avril, des magistrats débarquent de Paris et perquisitionnent au tribunal et à certaines entreprises qui sont considérées complices de ce couple de magistrats. En octobre 2013, Dalmier, l'huissier, confirme au Conseil supérieur de la magistrature les interventions de Brigitte Deville. Après, en fin 2013, Patrice Deville commence à me menacer. Cet avocat général utilise des gens pour me menacer physiquement, ainsi que ma fille. Ensuite, en décembre 2013, je dépose plainte contre celui qui m'avait... Alors, je dépose plainte contre Patrice Deville, c'est classé sans suite, toujours par le même procureur. En février, je suis convoqué au CSM pour m'expliquer suite à toutes ces révélations.
De là, il y a une audition de 30 magistrats, donc c'est pris au sérieux mes affaires. 30 magistrats sont entendus. Et alors en quelle date? Et peu de temps après, comme par hasard, 22 magistrats sont mutés. Donc ils ne sont pas tous coupables, mais certains, c'est parce qu'ils ont parlé qu'ils sont mutés. Et les 4 personnes qui me nuisaient, c'est-à-dire elle perd son poste de vice-président du TGI de Béziers. Lui, procureur, il est muté. Patrice Deville, également, lui, il est mis à la retraite anticipée forcée. Lui, ex-procureur général, il est mis à la retraite anticipée forcée. C'est pas rien. Mais suite à toutes ces mutations, les pressions montent et je me retrouve menacé par certaines personnes du milieu du grand banditisme qui me menacent à 3 reprises, qui sont rien d'autre que des amis de ce monsieur. Ce monsieur, c'est Christian Porte. C'est l'ami et associé de cet avocat général. Ils ont investi tous les deux 2 millions d'euros en Camargue. Je ne sais pas comment un avocat général fait pour avoir 2 millions d'euros, alors qu'ils n'avaient pas un rond il y a 30 ans. Donc ce milieu, ce monsieur-là, que l'on appelle l'idole du banditisme biterrois, utilise également son fils. Or, tous ces gens bien sûr sont francs-maçons. Ce monsieur-là, le fils Fabien Porte, avec ce monsieur qui n'est rien d'autre que le président du tribunal de commerce, vont voir des gens du milieu du banditisme biterrois pour me menacer et pour me passer à tabac. Je l'apprends et tout stoppe, tout s'arrête. À partir de là, un mois après, je suis incendié à 2 reprises dans mon entrepôt et pour ainsi dire, tout est incendié. Et j'ai un de mes informateurs qui s'appelle Charles Puig, un vice-procureur, qui me conseille de faire très attention à l'ami et associé du couple de ville qui a des relations plus que douteuses. Il n'est rien d'autre que Christian Porte. Christian Porte, c'est quelqu'un qui a démarré dans la vie, c'était quelqu'un de milieu très simple et qui a réussi dans le meuble. Il a vendu des meubles et aujourd'hui il a 3 magasins But. Mais ce monsieur est cité dans plusieurs affaires d'incendie déjà. 2 de ses entrepôts ont été incendiés et quelqu'un de sa famille également, c'est-à-dire son beau-frère, avait une entreprise de bâtiment, a été également incendié. Donc ce monsieur, je ne sais pas pourquoi, a des incendies tout autour de lui. Donc je suis menacé par le milieu du grand banditisme et je suis incendié 2 fois en 24 heures. Tout ça pour me faire taire. Quelques jours après, je téléphone au Conseil supérieur de la magistrature en leur disant vous vous rendez compte, là, je suis incendié, menacé, tout ça parce que j'ai révélé des affaires de corruption d'un couple de magistrats. On s'en prend à moi, des magistrats montent des dossiers bidons sur moi. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que j'avais déposé plainte également au Conseil supérieur de la magistrature contre ce couple. Et ils me disent, mais il faut encore attendre quelque temps, encore 6 mois. Je dis, vous plaisantez, j'ai déposé plainte contre Brigitte Deville et Patrice Deville en octobre 2011. Vous attendez quoi? On vient de m'incendier à 2 reprises. Ces gens-là utilisent le milieu du grand banditisme pour m'impressionner, pour m'intimider. Je viens d'être menacé par 2 hommes armés. Le lendemain de mes incendies, je suis menacé par 2 hommes qui viennent chez moi, qui me disent « Si tu continues, on va buter toute ta famille ». Voilà les relations et les méthodes employées par des magistrats ou des proches des magistrats. Donc, je m'inquiète auprès du CSM en disant « Qu'est-ce que vous attendez ?» Et le même jour, c'est-à-dire le 6 mai 2014, donc c'était à 11h à peu près du matin que j'appelle le CSM, inquiet, parce que je vois mon entrepôt incendié, 2 fois en 24 heures. Et à 15h, je décide de partir me reposer à la campagne et je suis arrêté par 13 gendarmes. Menace de mort réitérée sur le couple de ville. Le couple de ville, c'est le couple de magistrats que je poursuis. Je n'ai jamais menacé personne, ça a été d'ailleurs confirmé par le CSM, comme quoi, au téléphone, je n'avais jamais menacé personne. Encore un dossier monté de toutes pièces par le procureur général Legras, c'est celui-là, un sale type, qui m'a fait incarcérer 16 jours, uniquement pour m'écarter, pour m'intimider et pour me ruiner. Et ça ne lui suffit pas, c'est-à-dire pour confirmer un mensonge, on utilise quelqu'un, on utilise un journal. Et eux, ils ont utilisé le Midi Libre.
Vous voyez, le Midi Libre, qui a fait 4 articles de journaux diffamatoires et faux, qui me faisaient passer pour un fou furieux, paranoïaque, qui voulait tuer ce couple de magistrats. Malheureusement pour eux, j'ai déposé plainte, et j'ai fait que 16 jours de prison, j'ai déposé plainte contre ce journal, et il y a, depuis le 1er mars, un procès a eu lieu à Marseille, ici, dans notre belle ville, et le Midi Libre, le rédacteur en chef, le journaliste et le fameux Patrice Deville qui dirige tout ça, ont été mis en examen, et dans un mois, le 19 avril, il y aura le résultat de la décision du jugement. Donc j'espère bien que Midi Libre paiera l'amende importante et les réparations pécuniaires que j'ai estimées à 85 000 €. Il faut que cessent un peu les agissements des journaux qui font n'importe quoi et qui sont aux ordres des politiques, de certains magistrats et de certaines entreprises qui ont des grands magasins, comme But par exemple, et qui sont aux ordres de tous ces gens pour dire n'importe quoi sur des honnêtes citoyens. Je vais expliquer aussi que tout ce qui m'arrive, ce n'est pas du hasard, c'est un système, c'est un réseau qui s'en prend à des gens comme moi. Il y a beaucoup de victimes qui me contactent, et ces réseaux sont des réseaux de francs-maçons qui sont à tous les postes clés d'une ville et qui utilisent tous les moyens, même mafieux, pour faire taire et pour voler le bien de quelqu'un. Bon, sortons un peu de mon affaire, c'est-à-dire, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de victimes, beaucoup de femmes qui sont victimes de ces réseaux. Alors l'intérêt principal, moi, c'était pour me voler un brevet et pour me détruire mon entreprise, pour me faire taire, parce que j'avais révélé qu'il y avait bien un réseau de corruption sur Béziers qui impliquait des magistrats, des banquiers, des architectes, enfin, tout ce qui est immobilier, et que ce maillon de ce réseau est contrôlé et le maillon principal, c'est la justice, et que dans mon affaire, il y a 4 magistrats corrompus, je le dis, il n'y a pas de problème, corrompus, on ne m'a jamais poursuivi d'ailleurs, ils sont corrompus et ils étaient le maillon principal et le plus important de la corruption de cette ville de Béziers. Le système qui est sur Béziers est exactement le même ailleurs. La machine est la même, elle est bien rodée. Le seul intérêt, c'est de piller les biens d'autrui, d'abord piller l'argent public, ensuite par les politiques qui sont à la clé de tout le système, mais surtout ces réseaux de corruption sont faits de bons notables qui sont bien implantés sur place. C'est la différence entre un escroc. Un escroc, c'est quelqu'un qui vient, qui vous contacte directement et qui va essayer de vous voler votre bien. Et après, il s'enfuit, il va ailleurs. C'est ça un escroc. Un jour, il se fait prendre parce qu'il est seul. Mais ces réseaux de corruption affairistes, et toujours à 100% ce sont des francs-maçons. Moi, j'ai subi quand même, j'ai réussi à identifier 61 personnes qui se sont pris à moi et qui ont servi de bouclier pour protéger le couple de ville. Et je les ai tous identifiés, je les ai nommés dans ce bouquin. Donc, la technique est la même, c'est-à-dire on se sert d'un réseau pour piller le bien d'autrui. Moi, je vois beaucoup de femmes qui sont, à qui on essaye de voler un appartement, un immeuble. Ces gens-là sont chassés. Ces gens-là ont une technique de chasse, sont des charognards. Ils repèrent une proie, comme moi, c'était pour le brevet, mais ils repèrent une proie, ils se mettent à plusieurs, ils la pillent, ils la dépouillent, et il la laisse sans rien. Tout ça pour engraisser un petit monde de promoteurs immobiliers, syndics de propriété, et bien sûr, les magistrats s'engraissent. Je rappelle que ce couple-là, puisque j'ai bien étudié sur eux, il y a 30 ans, ils n'avaient rien. Ils étaient venus avec une 4L beige, puisque j'ai eu les informations par la station-service qui les fournissait il y a 30 ans. Aujourd'hui, ils ont un château qu'ils ont acheté 174 000 € en 1976. Aujourd'hui, ils essayent de le vendre 3 millions d'euros. Ils ont fait une affaire immobilière où ils ont fait 750 000 € de plus-value grâce à un promoteur immobilier très complaisant. Et là, ils viennent
d'acheter pour 2 millions d'euros de terrain en Camargue, que j'ai réussi d'ailleurs à faire stopper ce projet, parce que j'ai révélé toute leur magouille. Alors bien sûr, ils ne sont pas contents, et c'est pour ça que j'ai été incendié, c'est pas compliqué. Ces gens-là, quand ils ne sont pas contents, ils ne discutent pas, ils utilisent le milieu du grand banditisme pour faire incendier les gens, les menacer et éventuellement les liquider. Moi, on a essayé de me liquider en me mettant en prison, mais comme bon, j'étais honnête et comme je ne me laisse pas faire et comme j'avais des choses à dire, bon, au bout de 16 jours, je suis sorti. Donc on a continué à me menacer. Pendant 3 mois, j'ai porté un gilet pare-balles parce que, pourtant on n'est pas Marseille, Béziers, je croyais que c'était un petit village, mais non. Le milieu du grand banditisme est utilisé par ces bons notables qui n'ont qu'un intérêt, c'est voler les gens, détruire des familles et s'approprier des biens malhonnêtement. Voilà. Alors je vais essayer de lire ce qu'est, c'est quoi un réseau influent. Excusez-moi, c'est un réseau impliquant des notables affairistes et corrompus, tous à des postes clés d'une ville et bien souvent tous francs-maçons. Ils sont tous francs-maçons. On les retrouve dans certaines professions ou institutions telles que des magistrats, des juges des tutelles. Les juges des tutelles sont assez pratiques pour piller les personnes âgées ou quand il y a des successions sensibles. Voilà. À partir du moment où on met la personne âgée dans une maison de retraite, c'est assez facile de détourner l'argent. Ça s'appelle le vol et détournement d'héritage. On utilise des avocats véreux, des notaires, des huissiers, des liquidateurs et experts judiciaires. Et pour moi, on a utilisé par exemple un psychiatre. Un psychiatre qui a fait croire que j'étais paranoïaque, avait des interprétations délirantes sans preuve, puisque je disais beaucoup de choses. Le problème, c'est que les 12 magistrats qui m'ont parlé n'ont pas été accusés de paranoïa et d'interprétation délirante sans preuve, puisque c'est eux qui m'ont donné toutes les informations de corruption sur ce couple. Il y a également des promoteurs, des agents et syndics immobiliers, des architectes, des assureurs, des banquiers, tribunaux et chambres de commerce, la SAFER, des élus locaux, des membres de groupements patronaux, des médias. Les techniques de chasse, bon, ils utilisent des méthodes mafieuses avec des menaces et intimidations, et sont des gens qui chassent en meute, sont des charognards, que j'appelle des hyènes, et qui pillent les biens d'autrui. Voilà. Le seul moyen de combattre ces gens, c'est de faire pareil. Ce qu'ils détestent, parce qu'ils ont le culte du secret, puisqu'ils sont tous francs-maçons, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à m'en sortir, c'est que j'ai utilisé leur méthode, eux ils ont le culte du secret, et moi je les ai mis en avant, je les ai révélés, je les ai nommés, j'ai créé les liens entre ces gens-là, et je les ai mis à la lumière, comme moi je suis aujourd'hui. Et j'ai révélé toutes ces affaires de corruption. Ça dérange vraiment ce petit monde. Voilà, donc ce qu'il faut à tout prix faire, c'est... on peut y arriver. Moi, j'ai réussi à faire muter 22 magistrats. J'ai réussi à écarter un sénateur-maire qui agissait depuis 20 ans à Béziers. J'ai réussi à chasser un commissaire divisionnaire. C'est quand même pas mal. J'ai réussi à révéler le nom de 632 francs-maçons dans la région, de certains de leurs agissements. Mais bizarrement, malgré toutes ces révélations, les seuls qui m'ont vraiment menacé, ce sont ces gens-là. Vous voyez, j'étais obligé d'avoir un gilet pare-balles. C'est le procureur général qui fait pression sur le procureur Maté pour protéger cette personne et son mari, parce que ces deux personnes sont amis d'enfance, ils étaient au même banc d'école à Alger. D'accord? Ce sont des pieds noirs, ils étaient à Alger, et ils se connaissent depuis l'enfance. Donc ils ont un pacte d'entraide. Voilà. Et lui, c'est le civil, c'est la famille, lui là, il s'est associé avec ce monsieur pour s'enrichir. Et donc, ils ont des intérêts financiers énormes. Ce monsieur croyait que le château ne lui suffisant pas, la plus-value de 750 000 euros ne lui suffit pas non plus, ben, ils veulent faire des affaires. Et ils achètent en Camargue. Grâce à un délit d'initié, c'est ce qui m'a été confirmé par des magistrats, ben, ils font des affaires en Camargue. Et ce monsieur, tous les deux, ont investi 2 millions d'euros. Mais, manque de peau, ils sont tombés sur un os, ils sont tombés sur moi, qui a révélé tout ça.
Moi, je dis un magistrat, il n'est pas là pour faire des affaires, il est là pour faire son travail et juger les gens et condamner les gens qui sont coupables. Il n'est pas là pour faire partie d'un réseau de corruption mafieux et franc-maçon. Tous ces magistrats sont francs-maçons. Moi, je dis une chose, je vais tout faire pour interdire la franc-maçonnerie dans la magistrature. C'est anormal que des francs-maçons puissent avoir un serment de protection entre eux et pouvoir juger normalement des citoyens. Donc je dis que ce sont des corrompus. Tout franc-maçon qui est dans la magistrature est corrompu pour moi. Il n'a pas le droit, un magistrat n'a pas le droit d'être franc-maçon. Ça, c'est la base de la justice. Voilà, un franc-maçon plombier, il n'y a pas de problème. Un franc-maçon assureur, ambulancier, il n'y a pas de problème. Un franc-maçon, quelqu'un qui rentre dans la franc-maçonnerie pour améliorer la société, pour s'améliorer lui-même, pour aider les autres, il n'y a pas de problème. Mais un magistrat, pourquoi il est franc-maçon? Pour aider ses frangins. Un procureur, pourquoi il est procureur? Pour aider ses frangins. Le patron du MEDEF, pourquoi il est là-dedans? Parce qu'il a du pouvoir. Le patron du tribunal de commerce, pourquoi, qui est assureur également, pourquoi il rentre là-dedans? C'est parce qu'il combine, il magouille tous ces gens. Ils sont tous corrompus. Donc il faut que les citoyens se réveillent et chassent, c'est pas compliqué, chassent cette population qui est ils sont tous à des postes clés, qui sont corrompus. Et il faut les écarter de la société. Il faut qu'ils reviennent à des métiers normaux, mais je vais tout faire pour interdire et pour chasser la corruption et les magistrats qui sont francs-maçons. Il y a une technique qui est facile, moi c'est ce que je fais, c'est que le seul moyen de combattre ce réseau, il faut repérer, isoler ces charognards, je les traite de charognards, tous ces francs-maçons qui sont à des postes clés, et qui pillent le bien d'autrui, ou qui rendent des services pour voler les autres, ou pour détruire des familles. Il faut les chasser, il faut les mettre hors d'état de nuire, et les amener devant l'autel de la justice, qu'ils répondent de leurs actes, peu importe leur grade et leur fonction. C'est inadmissible que dans une démocratie, si on peut dire qu'on est en démocratie, il y ait des gens encore à des postes clés, parce que la population de francs-maçons, c'est à peu près 1% de la population. Et tous ces gens sont à des postes clés. Donc moi j'interdis qu'un fonctionnaire soit franc-maçon à partir du moment où il est à des postes clés. C'est inadmissible. Et qu'un magistrat soit à des postes clés et qu'il soit corrompu, qu'il mette quelqu'un en prison parce qu'il dérange un de ses petits copains, ou qu'il fasse perdre un procès parce qu'il y a des intérêts financiers, je trouve ça inadmissible. Donc je trouve ça tout à fait normal. Et toutes les victimes que je rencontre, si j'étais le seul, on pourrait dire, bon, il est un peu farfelu lui. Ben non, je ne suis pas farfelu. J'ai écrit 3 bouquins où j'ai parlé de la corruption de la ville de Béziers, puisque je connais bien, je maîtrise bien, et je n'ai jamais été poursuivi pour ces faits-là. Donc, et depuis mes livres, j'ai beaucoup de victimes, des dizaines qui me contactent, et qui subissent aussi, pour des raisons différentes, la corruption et ces réseaux influents mafieux. Donc j'ai décidé d'aider les gens, et le seul moyen d'aider les gens, il me semble, c'est de monter une organisation composée de plusieurs victimes, qui sont j'appellerais ça des sages, qui ont de l'expérience et des compétences pour aider les plus faibles dans les domaines suivants. Alors les domaines qui intéressent tous ces gens véreux, c'est les affaires commerciales et industrielles, l'immobilier, l'agriculture, la justice et le côté fiscal, la fonction publique, les banques, les assurances, parce que dans les banques et dans les assurances, il y a des magouilles, de la corruption, des gens qui sont compétents dans le monde notarial, dans les successions, le troisième âge, la santé, le social, la sécurité et le renseignement, les familles, l'enfance et la maltraitance. Parce qu'il y a, j'en entends parler, il y a des maltraitances d'enfants, il y a certains notables qui abusent de certaines personnes. Je ne connais pas ce milieu-là, mais j'en entends parler, donc il est important qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça. Moi, je ne suis pas compétent du tout. Il faudrait aussi qu'il y ait une commission nationale d'enquête sur la justice qui se monte aussi. Également, pour aider toutes ces victimes, alors il y a un bureau de sages qui va conseiller, qui va orienter et qui va être compétent. Ensuite, il faut un bureau d'études qui examine les dossiers de toutes les victimes de différents sujets.
qui étudie les dossiers et qui les amène après à un avocat qui va être choisi par l'organisation et qui va amener la victime pour que les problèmes se règlent par la justice, légalement, et au mieux, et éviter toute cette corruption, écarter les magistrats corrompus en les révoquant, pour que les victimes soient honnêtement réparées de leurs préjudices, puisqu'aujourd'hui, la loi du talion, on n'a pas le droit de la faire, hein, depuis longtemps, mais on est dédommagé par des réparations financières. Aujourd'hui, c'est l'argent qui est tout. Donc, il faut que les victimes soient remboursées financièrement. Moi, dans mon cas, je demande 2 millions d'euros, parce qu'on m'a incendié, on m'a menacé. Ce monsieur m'a fait mettre en prison, avec la complicité de ce couple. Hein, ensuite, j'ai été incendié pour essayer de me faire taire, donc tout ça, il va falloir payer l'addition. Il y a des gens qui m'ont fait incendier. Il y a le Midi Libre, là, où il y a un procès, donc c'est le début de plusieurs procès qui vont avoir lieu. Donc c'est pour commencer à récupérer un peu de sa mise de fonds. Il va falloir que ceux qui m'ont fait incendier, les commanditaires, payent, et ça va leur coûter très cher. Et il y a la responsabilité de l'État, parce que l'État, à partir du moment où j'ai envoyé en 2011 toutes les informations, ne pouvait pas ignorer les agissements de ces 4 magistrats. 1, 2, 3, 4, je redis leur nom, hein. C'est Bernard Legras, ex-procureur général, Brigitte Deville, ex-vice-président du TGI de Béziers, Patrick Maté, ex-procureur général de Béziers, et Patrice Deville, ex-avocat général de Montpellier à la Cour d'appel. Ces 4 magistrats font partie des 22 personnes qui ont été dégagées de leurs fonctions. Ils ont perdu leur poste, leur fauteuil. Ils ne sont plus rien. C'est fini. Lui, il n'est plus rien. Lui, ici, il a été mis au vert. On appelle ça des mutations, mais il a été mis sous surveillance, ce monsieur, Patrick Maté, ex-procureur de Béziers, mais pour des affaires financières et autres, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais il est sur la sellette. Elle a été mutée comme simple experte à la Cour d'appel de Montpellier, parce qu'elle est trop jeune, elle est née en 1954, elle est encore trop jeune pour être mise à la retraite, mais ça ne va pas durer, je vais tout faire pour que d'ici la fin de l'année, elle ne soit plus magistrate. Car c'est honteux que des gens comme... Alors, elle a un petit truc bleu là, c'est une médaille du mérite, mais apparemment ils ne l'ont plus. D'après plusieurs de mes informations, son mari, en 2013, avait réussi à avoir la Légion d'honneur grâce à un politique proche de Rachida Dati, et elle avait eu au même moment, bizarrement, la médaille du mérite. Mais aujourd'hui, elle ne la porte plus, et lui ne l'a plus, d'après mes informations, par un gendarme et un journaliste. Ah oui, également, l'autre jour, donc à Marseille, ici, il y a eu le procès, et ce monsieur Patrice Deville, courageux comme un âne qui recule, il n'est pas venu au procès. Il aurait pu venir, ce monsieur procureur général, il aurait pu parler, bien parler, beaucoup mieux que moi. Mais non, il n'a pas de courage. Ce monsieur n'a pas osé venir, alors qu'il est mis en examen quand même. Là, je parle du procès. Là, par exemple, le rédacteur en chef de Midi Libre non plus n'a pas osé venir. Il a eu honte. Le seul qui a osé venir, c'est le journaliste qui a été l'homme de main de ces gens-là pour écrire des saloperies sur moi et des mensonges. Voilà, donc j'espère bien que ces gens-là vont être condamnés rapidement, parce que ça va être... Ce procès est important, et le résultat, parce que ça va donner du courage à des victimes qui subissent également les journaux, et ça va être un exemple pour montrer que les journaux ne peuvent plus dire n'importe quoi et faire n'importe quoi et être à la botte de certaines personnes. Donc ce procès, pour moi, est très important, financièrement, c'est vrai, mais il faut montrer et dire stop à tous ces journaux complaisants à la botte des politiques, de certains financiers et de certains magistrats qui faussent les affaires. Alors après, bon, il faut donc, je reviens sur les victimes qu'il faut aider, parce que moi j'arrive à m'en sortir, j'ai eu des aides financières, j'ai vendu des livres,
Mais beaucoup de gens, beaucoup de victimes, je me rends compte, sont des femmes et ont honte. Sont des gens, les victimes ont honte de ce qu'elles subissent. Ils se cachent. Certains n'ont plus d'argent. Donc il faut les aider. Il faut les aider par un accompagnement avec un avocat honnête. Il faut pouvoir aider financièrement cet avocat, parce que les avocats, ils ont des pressions aussi. Moi, mon avocat, par exemple, à Béziers, vient de subir un contrôle d'URSSAF. On essaye de faire pression sur lui pour qu'il cesse de défendre un honnête citoyen, mais qui dérange le système. Donc les avocats, il faut les aider aussi. Et également, il faut, je le vois, j'étais encore la semaine dernière avec 3 victimes de régions différentes, pas que de Béziers, Perpignan, Toulon, des gens qui sont venus de Toulon. Il faut aider financièrement les victimes, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide tout simplement, tout simplement pour aller à leur procès, pour aller payer leur EDF, les assurances. Les gens, certains n'ont plus d'argent alors qu'ils avaient un patrimoine, on leur a volé. Donc il faut aider ces gens-là à refaire surface et à ne plus avoir honte. Après, il faut monter un bureau de communication. Bureau de communication, c'est... moi, j'ai réussi à faire des bouquins, mais il faut pouvoir aider les gens à raconter leurs affaires par Internet, avoir un site Internet, par exemple, qui parle des affaires. Allez, je dis, on doit pouvoir s'occuper de 36 personnes par an et de raconter des affaires pour montrer aux futures victimes ou aux autres qu'on ne les laisse pas et que de défendre une personne va permettre de faire reculer peut-être cette corruption et peut-être va pouvoir empêcher qu'il y ait d'autres corruptions et donc va permettre de faire reculer ces réseaux mafieux de notables là, qui pillent, qui volent beaucoup de gens. De là ensuite, il faut pouvoir peut-être écrire les affaires des autres, comme moi j'ai pu écrire mon affaire, pouvoir écrire 12 affaires dans un bouquin. Il faut pouvoir faire des conférences et aider à ce que les victimes ne soient plus isolées, cachées. Il faut les mettre au grand jour, ils n'ont pas à avoir honte, et servir d'exemple, comme moi je me mets à nu un peu pour raconter mon affaire, mais aussi pour aider les gens à montrer que l'on peut combattre cette corruption et ces réseaux de francs-maçons complètement corrompus qui sont là que pour piller et voler le bien d'autrui. De là, après, pour aider ces gens-là, il faut des moyens. Je le vois, je suis vu à plusieurs milliers d'exemplaires, plusieurs personnes, plusieurs dizaines de milliers me regardent. Je dis aux gens qui me regardent, où vous êtes là, victimes, comme moi, c'est bien, mais de se parler entre nous, ça ne sert à rien. Il faut, les victimes, il faut qu'ils se concentrent sur leurs affaires et il faut des amis, des proches qui les soutiennent, qui les aident. Et également, il faut que les gens qui regardent par curiosité participent par un soutien citoyen en donnant 10 ou 20 euros. Il faut aider les victimes à se relever et à montrer que ce n'est pas un combat perdu d'avance et qu'une personne, une victime, peut gagner contre ces gens-là. Je le montre moi, j'ai réussi à faire muter 22 magistrats, à écarter un commissaire véreux, à écarter un sénateur-maire qui s'enrichissait sur la ville. Donc c'est possible de nettoyer ces réseaux. On ne peut pas s'en prendre à un réseau, à une structure importante. Moi, j'ai rien contre la franc-maçonnerie, j'ai un problème avec certains francs-maçons. Donc je dis, alors je reviens sur mon exemple, c'est qu'il y a 1% de francs-maçons à peu près, et à Béziers, il y en a 800. Sur 800, j'ai réussi à identifier 61 personnes. Sur 61 personnes, il faut cibler 10 personnes. Chaque fois qu'il y a une victime, il faut cibler 10 personnes et s'acharner sur eux. Il faut les chasser, il faut les mettre à jour et il faut les amener devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Et on peut faire reculer comme ça tous ces réseaux de corruption, c'est mon point de vue. Mais pour ça, il faut une solidarité, il faut pouvoir aider les gens qui subissent ces réseaux. Voilà. Qu'est-ce que c'est que je pourrais dire encore ah oui, je voudrais lire, parce qu'on a le droit de parler quand on a un procès.
Et quand on poursuit des gens, et je voudrais lire, hein, c'est vite fait, ce que j'ai pu dire au tribunal, donc devant le tribunal correctionnel de Marseille, contre Philippe Pala, qui était le rédacteur en chef, François Barrère, celui qui a écrit les 4 articles, et Patrice Deville. Vous allez voir, c'est un exemple de ce qu'on doit pouvoir dire dans un tribunal. Alors je parle à François Barrère, je dis « François Barrère n'a pas fait correctement son métier de journaliste. Il ne semble pas connaître l'emploi du conditionnel, qui est d'une prudence de langage au vu de la présomption d'innocence. Notion qu'il ignore de toute évidence. Il prend un certain plaisir malsain à me faire passer pour un tueur de magistrat et me prête des propos que je n'ai jamais tenus. Pour ma famille et moi-même, ces accusations sont très graves et lourdes de conséquences. Il y a de toute évidence une volonté manifeste de déformer de façon outrancière la réalité des faits, pire une volonté perverse de me nuire en manipulant le lecteur. À chaque nouvel article, Barrère s'éloigne de plus en plus de la réalité objective des faits. Barrère semble très à l'aise et prend un peu trop de liberté avec l'affirmatif systématique. Par contre, M. Pala, vous avez occasionné, c'est le rédacteur en chef, les écrits fallacieux de votre journaliste, et par là même, vous avez engagé la responsabilité du Midi Libre, sans en vérifier les sources au préalable, et vous avez participé à cette machination. En tant que rédacteur en chef, vous avez trahi la confiance de vos lecteurs et vous les avez manipulés. C'est vrai que ces journalistes et ces rédacteurs en chef, ils racontent n'importe quoi et donc ils se fichent de leurs lecteurs. Donc bon, je dis le Midi Libre, il ne devrait plus avoir de lecteurs. Il n'est pas digne des lecteurs. On devrait le boycotter, ce journal. Quand on dit n'importe quoi, on ne peut pas continuer à écrire. Maintenant, je vais parler à Patrice Deville. Durant des années, vous avez tout fait pour protéger votre épouse et mes poursuites pourtant légitimes. Alors, je croyais qu'il serait là, c'est pour ça que je disais vous, mais il n'était pas là, alors je parlais à son avocat. Et surtout, pour avoir divulgué au CSM les révélations faites par 12 magistrats vous concernant, vous avez tout fait pour me faire taire en abusant de vos fonctions. Parmi ces 12 magistrats, le juge d'eau m'a fait connaître le mot prévarication, je ne connaissais pas. Prévarication, prévaricateur, ben oui, tous ces magistrats dont je viens de parler sont des prévaricateurs, sont des nuisibles de la fonction publique. Ce sont des voleurs, ce sont des bandits, ce sont des charognards. Ces gens-là, dans un autre temps, ils devraient être pendus. Mais non, ces gens-là, ils mettent les gens en prison. Mais c'est comme ça. Avec l'appui de la complicité de votre supérieur hiérarchique, Bernard Legras, vous avez orchestré mon arrestation et justifié mon incarcération en montant tout un scénario fallacieux, prétextant que j'avais l'intention de vous tuer ainsi que votre épouse, propos que j'aurais soi-disant tenus au secrétariat général du CSM, lors de mon appel téléphonique, propos formellement démentis par ce dernier lors de ma garde à vue de 48 heures. Cependant, je reste incarcéré malgré le démenti du CSM pendant 16 jours. 16 longs jours interminables pour moi aussi, ainsi que pour ma famille. Donc ces gens-là se permettent de vous mettre en prison pour un faux motif. Les conséquences de mon incarcération, j'ai perdu mon chiffre d'affaires, puisque déjà on m'avait fait incendier, et les clients ont pris peur et sont partis, donc j'ai été ruiné. Voilà les agissements de ces gens-là. En 2014, l'avocat des Deville clamait haut et fort que quiconque porterait atteinte à l'honneur et à la probité de ses clients serait poursuivi en justice. Or, cet avocat n'a jamais poursuivi les magistrats pour dénonciation calomnieuse et la raison est évidente, ils ont tous confirmé que tout ce qu'ils me disaient au CSM était bien vrai. Les 12 magistrats qui me font des révélations inquiétantes sont-ils paranoïaques? Apparemment non. Par contre, un psychiatre de 82 ans, expert honoraire qui s'appelle D'Angléan de Montpellier, a fait croire que j'étais paranoïaque, avait des interprétations délirantes sans preuve. Et c'est ça qui m'a fait mettre en prison. C'est grave. Ce type-là, il devrait être en prison aussi. Parce que c'est un fou. J'ai fait analyser son écriture, il n'est pas net, quoi. 82 ans, ça fait longtemps qu'il aurait dû arrêter. Et il est franc-maçon aussi, au Grand Orient, ce type-là, à Montpellier. Voilà, donc ces magistrats utilisent des experts psychiatriques ou immobiliers, mais là des experts psychiatriques pour faire croire aux gens que quand quelqu'un les dérange, il est automatiquement fou furieux. Alors, il y en a, on les fait enfermer chez les fous, et d'autres, on les fait enfermer en prison. J'en connais qui ont fait 8 mois de prison pour des faux motifs.
C'est facile pour un magistrat d'écarter une personne qui dérange avec l'aval d'un expert complaisant, psychiatre. D'après de mon témoignage de victime, ce procédé semble souvent utilisé. Cela rappelle une époque obscure. En Russie, on va dans les goulags. En France, à Montpellier, à Béziers, on vous fait enfermer. Vous dérangez, c'est facile pour eux. Ils créent un faux motif, un faux dossier, et hop, vous êtes enfermé. Par contre, ces gens-là, ils ne sont jamais enfermés. J'ai jamais vu ces gens dans la cour de prison à Villeneuve-les-Maguelones. J'ai jamais vu un de ces magistrats poursuivi pour pédophilie. Pourtant, dans les magistrats de Béziers, il y a un pédophile. Il y a un pédophile. Pourtant, dans les magistrats, ex-magistrats de Béziers, il y a bien une personne qui a été poursuivie, qui a été pas poursuivie, mais écartée pour attouchement sur des secrétaires, des greffières. Mais ce monsieur n'a jamais été en prison. Le magistrat pédophile dont je parle, il n'est pas en prison, il est encore en fonction. Je cite des soirées sadomaso impliquant des magistrats avec une enquête entre 2007 et 2008 autour de Béziers, un couple de magistrats, où dans ces soirées sadomaso, il y avait des adultes, pas toujours consentants, et il n'y avait pas que des adultes. Et l'enquête a été étouffée par qui? Patrick Maté, procureur, qui était en poste de 2007 à 2014. Voilà les dates. Le nom du gendarme qui a enquêté, il s'appelle Thierry Martin, gendarme à Béziers, affaire étouffée. Voilà, donc moi on me met en prison pour rien, un faux motif, mais ces gens-là ne sont pas mis en prison pour des motifs graves. Ce sont des criminels, ces gens-là. Donc il y a des choses que je ne comprends pas. Alors je voudrais parler aussi du Conseil supérieur de la magistrature et d'un monsieur qui m'a beaucoup aidé, c'est Arnaud de Blau, qui est le rédacteur en chef de FC Que Choisir, qui a fait 3 articles sur mes bouquins, sur mon affaire, pas sur mes bouquins, sur mon affaire, et qui a rencontré le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, et qui me disait, vous savez, ce dont ont peur, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est que vous deveniez un lanceur d'alerte, et que ce que vous arrivez à faire, vous donniez l'idée et l'envie à d'autres dans toute la France de faire pareil, et de dire aux gens, c'est possible, on peut faire reculer cette corruption, et on peut écarter les magistrats corrompus, puisqu'il y en a. Eh bien oui, c'est possible. Je suis là aujourd'hui pour montrer qu'on peut écarter les magistrats. Écarter. Tous ces gens sont écartés. J'ai réussi à écarter les magistrats qui étaient dans mon affaire, qui ont nui à toute ma famille, à mon entreprise, et qui sont véreux. J'ai réussi seul à les écarter. Et j'ai réussi à écarter 18 autres magistrats. Donc, un citoyen lambda, simple, qui ne fait pas de politique, qui est dans rien, s'il est déterminé, il peut écarter la corruption et on peut chasser et on peut... Alors, je n'ai pas réussi encore à les amener devant les tribunaux, sauf lui, qui est l'acteur principal, puisque c'est lui quand même qui demandait à tout ce petit monde de me harceler et qui est associé avec un idole du banditisme biterrois. J'ai réussi à mettre en examen un ex-avocat général. C'est encore rare, c'est très rare. J'ai réussi à faire mettre en examen un journal, Midi Libre. Et je crois que d'ailleurs, le Midi Libre, son patron, c'est un ministre actuellement. Franc-maçon aussi. Donc j'ai réussi à faire mettre en examen le journal d'un ministre. C'est quand même pas mal. J'ai réussi pas mal de choses. Donc, je suis prêt et l'excitation de ce combat fait que j'ai une envie de chasser cette corruption et j'ai envie d'aider les victimes de ces corruptions en leur donnant la méthode et mon expérience pour les aider à vaincre cette franc-maçonnerie corrompue, ces réseaux, et à ne plus avoir honte et pouvoir ne plus être des victimes et des honnêtes citoyens et retrouver leurs droits et récupérer le bien qu'on leur a volé, parce que souvent c'est une histoire de vol de propriété, vol de terrain, vol d'appartements, vol d'immeubles, vol de... voilà. Et je voudrais dire également
que j'ai au moins 6 personnes, 6 femmes qui me contactent, mais ça ne concerne pas la corruption, c'est plutôt bizarrement des femmes de francs-maçons. Le jour où elles veulent divorcer de ces francs-maçons, elles ont de gros problèmes. Il y a une machine infernale qui se monte contre elles et elles subissent toutes les attaques. Donc on utilise bien sûr un psychiatre qui va les faire passer pour folles et elles se retrouvent sans rien. La semaine dernière, j'ai vu une personne, femme d'ex-franc-maçon de Toulon qui vit maintenant à Perpignan et qui a subi tout ce qu'elle pouvait subir à titre professionnel, personnel, pour que le mari dépossède sa femme. Donc c'est des gens qui parlent de... Ces francs-maçons parlent de fraternité, mais ils n'ont rien de... Le mot fraternité, ils ne savent pas ce que c'est. Hein. Moi je dis que ces gens-là, excusez-moi du terme, mais c'est des saloperies, quoi. Et je vais les chasser, je vais me régaler de chasser tous ces corrompus, francs-maçons, que je traite de charognards, et j'appelle ça un réseau, et j'appelle ça la pieuvre. Donc je vais mener une chasse infernale à tous ces notables, parce que tous ces gens-là, ils sont forts par leur réseau, ils sont puissants par leur réseau, mais individuellement, ce sont des fiottes. Pour moi, c'est de la merde. C'est des gens, ils n'ont pas de... Excusez-moi du terme, on est à Marseille, on peut le dire, hein, je vais être excusé. Ils n'ont pas de couilles, ces gens-là. Ces gens-là, j'irai même pas me faire une promenade en forêt, parce que ces gens-là, j'ai aucune confiance. Les francs-maçons n'ont du courage que par le nombre. Individuellement, ils n'ont aucun courage. Pour faire déjà partie d'un groupe, c'est qu'ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Et donc, ces gens-là, individuellement, ils valent rien, même pour leur famille. Donc, quand ils divorcent, apparemment, ils ne sont même pas capables de payer ce que tout mari doit payer. Donc, je ne les considère pas du tout et j'ai décidé de les chasser parce qu'ils ont fait beaucoup de mal à ma famille et à moi, particulièrement à ma fille, qui a pris 30 kilos, parce qu'elle a été menacée par ce gros connard de magistrat. Je le dis, c'est un gros connard, une fiotte, qui a menacé ma fille par des intermédiaires. C'est pas lui, ces gens-là, ils ne menacent pas. Ce monsieur ne m'a jamais menacé. Il utilise 3 personnes pour me menacer. Ce monsieur, il va voir le milieu du grand banditisme. Celui-là, il va voir le milieu du grand banditisme. Cette femme, elle me fait menacer par une autre personne. Ce monsieur, il me fait mettre en prison. Ces gens-là sont des bandits qui utilisent les méthodes mafieuses. Ces gens-là utilisent des hommes de main à qui ils vont donner 100 €, 1000 € pour menacer quelqu'un. Ces gens-là, ils n'ont pas le courage de venir me voir. Ce monsieur, parce que je l'ai dérangé en Camargue, il n'a pas le courage de venir me voir. Ce monsieur, il fait appel à 3 personnes du milieu du grand banditisme. Ce monsieur fait appel au milieu du grand banditisme, ce monsieur aussi. Ils ont des postes importants. Ces gens-là doivent être en prison. Les gens qui m'ont incendié, qui sont parmi ces personnes-là, les commanditaires, il va falloir qu'ils aillent en prison. Il faut qu'ils payent et il faut qu'ils aillent en prison. C'est pas normal que des notables comme ça restent impunis. Ils ont détruit une famille, une entreprise. Donc je vais tout faire pour que ces magistrats aillent en prison, que ces notables et l'associé de ce monsieur Deville aillent en prison. À partir du moment où on m'a menacé, on doit aller en prison. Moi j'ai été emprisonné pour un faux motif. Ces gens-là, mais j'ai toutes les preuves. J'ai un tableau, alors je peux vous montrer, vous voyez, la pieuvre et ses tentacules, tout le système d'un réseau de francs-maçons dans une ville. J'ai le même système avec les noms des gens qui ont été utilisés pour me nuire pendant toutes ces années. Donc tout le système... Alors, ce qui est bizarre, c'est que les incendies criminels ont été, pour le moment, étouffés. C'est-à-dire les enquêtes ont été bâclées par ce monsieur qui a gardé le dossier et qui a empêché les policiers d'enquêter alors que j'avais donné les noms des commanditaires. Les noms des commanditaires, pour moi, j'en vois pas 36. Il y en a 2. Il n'y en a que 2. Ceux qui m'ont menacé, les menaces directes, physiques, elles viennent de ce monsieur qui a utilisé un franc-maçon qui s'appelle Jacques Amiel, expert auprès des tribunaux dans l'immobilier, un expert complaisant qui n'est utilisé que dans des dossiers sensibles, qui a été chargé de menacer ma fille et moi, en disant qu'il savait où habitait ma fille et de me menacer. J'ai déposé plainte, classée sans suite par ce monsieur, qui protège ça et ça.
Ensuite, ce monsieur m'a menacé. Il a cherché quelqu'un à la mairie de Béziers pour me faire passer à tabac. Ce monsieur, associé de Deville, son fils et lui ont cherché également des gens du milieu du grand banditisme pour me passer à tabac. Qui c'est que j'ai dérangé depuis des années? Bien sûr, elle, pour un abus de pouvoir. Mais c'est tout. Après, ce qui a dérangé, c'est que vraiment 12 magistrats m'ont révélé des affaires de corruption, il y en a 18 en tout, qui impliquent un réseau local de francs-maçons, mais qui m'a menacé directement, c'est avocat général, ex-Patrice Deville, son associé en Camargue, son fils. 3 personnes qui avaient intérêt à m'incendier, à me nuire, c'est pas compliqué. L'avocat général et son associé Christian Porte, qui m'a fait mettre en prison pour me faire taire l'ami d'enfance, c'est-à-dire procureur général, ami d'enfance de Patrice Deville. Toutes les nuisances, j'ai fait un tableau que je ne montrerai pas parce que je le garde pour le dossier final, mais l'enquête montre que tout ce qui m'est arrivé vient d'abord pour protéger cette personne, de toutes les révélations que j'ai données au Conseil supérieur de la magistrature, mais ensuite les attaques physiques et les menaces, qui sont des menaces mafieuses, avec les incendies, les cambriolages et tout, viennent de ce monsieur et de ce monsieur et de ce monsieur. Voilà. Lui, il utilise la loi, lui, il utilise ses amis et ses associés. Donc, je ne vois que ces gens-là qui m'ont incendié. Donc, il va falloir que ces gens-là aillent devant le tribunal et soient poursuivis et soient emprisonnés. Je vais tout faire pour que ces gens-là soient emprisonnés. Ce n'est pas normal que des magistrats puissent faire n'importe quoi et que, parce qu'on a des fonctions importantes, on ne puisse pas aller en prison. En prison, j'ai vu, moi, des gens qui y sont et qui n'ont rien à y faire, ou des gens qui y sont et qui pourraient peut-être être repêchés. Donc, je ne comprends pas pourquoi on ne trouve pas de magistrats dans les cours de prison. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis là pour donc, raconter mon affaire, mais aussi pour aider les autres victimes qui n'ont pas peut-être ma force et mon courage. Et donc, pour ça, j'aimerais bien que les gens qui regardent puissent envoyer quelque chose pour aider les victimes à monter une structure intéressante qui puisse amener à chasser tous ces réseaux de corruption. C'est possible, c'est pas très compliqué, il faut quelques personnes courageuses, des avocats courageux et des victimes aussi qui ne fassent pas n'importe quoi et qui se laissent un peu diriger pour aller jusqu'au bout de leurs propres affaires. Voilà, voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. On verra si d'autres personnes peuvent combattre comme moi, quoi. Voilà. Merci. Allez, c'est pas évident.